Merci d'être avec nous à la une ce soir, journée mondiale de la radio célébrée ce jour. La diversité des contenus médiatiques sème la méfiance chez les auditeurs. Le massage traditionnel à l'honneur ce soir à travers le portrait de Mère Ndoura. La masseuse n'a besoin que de carité et d'incantation pour remettre ses patients sur pied. L'affaire Sweet Beauty prend place dans votre rubrique l'article de la semaine à travers le décryptage sexe et politique, le couple infernal de notre confrère Ibrahima Anne. Et en sport, le Sénégal prend le dessus sur le Mali en finale du tournoi de qualification UFOA Zone A, score 2-0. Bienvenue à tous. Célébration de la journée mondiale de la radio ce 13 février. Prétexte pour la rédaction de s'arrêter sur la prolifération des nouveaux contenus médiatiques. Certains auditeurs reconsidèrent le rapport à l'information, souvent différente selon la station. C'est un reportage de Aïssatou Kane. Médium classique, écouté par près des 3/4 des Sénégalais, la radio est un média très présent dans leur quotidien. Mais elle commence à perdre son lustre d'antan. Radio, sincèrement, légui dégoulumako. Je suis plutôt branché sur les télés. La radio d'avant et d'aujourd'hui diffèrent. Moi, je n'écoute plus les radios sénégalaises. Je suis plutôt branché sur les télévisions. Et si on écoute RFI, il nous donne presque toute l'information concernant le Sénégal, alors que nos radios locales sont censées mieux nous informer. Mais ils ne le font pas. Tu es obligé d'écouter les radios internationales pour être à l'affût de l'information. Tu es obligé de brancher extérieur pour savoir le Sénégal. Avec la forte concurrence des réseaux sociaux et des nouveaux médias, certains Sénégalais doutent de la fiabilité des radios. Il y a une interférence, si je me fais comprendre. Parfois, il y a une radio qui donne cette information-là, tu écoutes une autre radio, ça donne une information, tu sens que c'est la même information, mais tu ne sais pas où se trouve la bonne. On écoute la radio, mais on n'a pas tellement confiance à la radio. Parce que ça, c'est l'avancement, c'est la technologie, c'est le monde qui a bougé dans ce sens-là. Même si les ondes passent au numérique, la radio reste un média de référence apprécié par tous. La radio ne date pas d'aujourd'hui, c'est ce que nous avons toujours écouté. Nous avons toujours aimé la radio. Elle nous donne la bonne information. Et chaque matin, nous ne ratons pas le journal. La confiance n'est pas rompue. Le 13 février est célébrée la journée mondiale de la radio. Elle reste toujours présente malgré la concurrence accrue de nouveaux contenus. De plus en plus, la radio connaît une plus grande mutation pour être à l'affût de l'ère digitale. Plus de 7500 emplois menacés avec l'avènement du bus Rapid Transit BRT. Un sursis donc pour chauffeurs, receveurs, rabatteurs, entre autres, d'après les estimations de professeur Sakho, l'enseignant au département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop est un des auteurs du rapport portant sur l'impact du BRT sur la main-d'œuvre. Au-delà de la mise en place d'infrastructures, il préconise un système plus fonctionnel impliquant le secteur informel du transport, en plus d'un système déconcentré visant à rapprocher le service à l'usager, entre autres solutions. Pape Sakho était l'invité de e-transport Yonodiam ce matin sur e-radio. Il est interrogé par Djeba et Hassan Top. En termes de perte d'emploi, on a essayé d'évaluer un peu. C'est très difficile à estimer parce que ici, sur les données transport, il n'y a pas beaucoup de sources. Mais ce qu'on avait fait et qui se trouve dans le rapport et que certains organes de presse ont rapporté, c'était d'essayer de voir un peu, vu le schéma actuel qui est donné, avec le rythme de remplacement des cars rapides et Ndiagadjaï par les véhicules de l'AFTU, c'était une simple estimation, parce que le Dakar Demdik, l'AFTU, il a un certain nombre d'équipages par véhicule. Alors si vous rapportez le nombre d'équipages par véhicule et
si vous rapportez le nombre d'équipages par véhicule d'un transport car rapide ou Ndiaga Ndiaye, et là facilement, vous voyez qu'il y a encore un gap, on dirait de quelques 1800, je crois, car rapide. Quand j'ai fait le calcul, vu ce qu'on a remplacé et ce qui reste du stock de départ, il y a dans l'ordre de 1800. Alors, si vous faites le petit calcul et vous faites la différence, vous vous rendez que rien que pour ceux qui sont dans le transport, entre chauffeurs, receveurs, coxeurs et autres, qui sont autour du véhicule, on a un gap de l'ordre de 7500. Ceci n'inclut pas les autres acteurs qui travaillent au niveau des gares. C'est simplement les données sur le transport. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides UCG relance ses activités dénommées Besoup Setal. L'opération a démarré en janvier avant d'être stoppée net par la Covid-19 et cette fois, la ville de Kaolack est à l'honneur. Les autorités municipales de Kaolack saluent l'initiative. Un reportage de Adama Sarr avec Astoumaï. Des brouettes, des râteaux, des camions bennes, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides déploie les gros moyens pour relever le niveau des services de nettoiement dans la commune de Kaolack. Nous sommes aujourd'hui ici pour sanctuariser le démarrage d'une nouvelle activité qu'on avait entamée avec son Excellence Monsieur le Président de la République l'année dernière, appelée Besoup Setal, qui avait démarré à Dakar au mois de janvier avec une première édition sur Kaolack qui malheureusement n'a pas pu arriver à son terme compte tenu de la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de relance de cette activité en changeant un tout petit peu le format, je l'ai dit tout à l'heure, sur instruction de notre ministre de tutelle, M. Abdoulaye Seydou Sow. Donc nous sommes venus lancer un premier coup de pioche au niveau de Kaolack, ou coup de balai, qui va se pérenniser avec une phase d'urgence sur 3 mois qu'on espère maintenir pour relever le niveau du service de nettoiement dans la commune de Kaolack, mais aussi au niveau de l'ensemble des communes du Sénégal. Les autorités municipales de la ville de Kaolack se disent prêtes à accompagner cette initiative. On vous remercie infiniment parce que ce n'est pas la première fois que l'UCG se présente à Kaolack pour venir aider les élus que nous sommes. Parce que nous sommes élus pour que cette ville soit propre. Et nous avons un grand champion devant nous, les ordures. Donc tous ceux qui peuvent, de près ou de loin, nous aider à combattre les ordures, si ça nous tombe entre les mains, nous sommes preneurs. On remercie tout le monde. Et nous sommes prêts, le comité technique local est prêt à vous accompagner. Pendant considérés comme les plus exposés aux maladies, surtout en cette période de pandémie de Covid-19, l'UCG, selon son coordonnateur, a pris toutes les dispositions pour protéger ses agents. Vous savez, le Covid-19, nous avons tous été impactés dans nos familles, dans notre travail et de manière générale, l'économie du Sénégal a été impactée. Nous, UCG, étant le réceptacle naturel de l'ensemble des ordures, d'abord, nous nous sommes attelés à mettre en place des dispositifs spécifiques pour la gestion des déchets issus des centres de traitement des malades du Covid, pour éviter justement que ces déchets aillent se mélanger aux ordures ménagères. Ça, nous l'avons fait avec le ministère de la Santé, en l'occurrence le service d'hygiène. À noter que cette opération va se poursuivre dans toutes les régions du Sénégal. De Kaolack, nous nous rendons à Kolda, où le 26e bataillon de la reconnaissance et d'appui bras célèbre sa traditionnelle fête patronale. Cette 7e édition est placée sous le signe de la fraternité entre frères d'armes et de la promotion du concept armée-nation. Le 26e bras a réussi à marquer son empreinte dans le dispositif sécuritaire national et s'est distingué dans les théâtres d'opération à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du territoire national par son professionnalisme. Seydou Diatta. Honneur au drapeau, revue des troupes et dépôt de gerbes pour honorer la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. La fête patronale du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui au-delà du cérémonial militaire se veut également un cadre pour matérialiser le concept armée-nation. La fête patronale du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui constitue une opportunité pour non seulement consolider la cohésion, la solidarité, la fraternité au sein du bataillon, mais encore renforcer l'esprit de camaraderie avec les autres forces de défense et de sécurité de la place d'armes de Kolda.
C'est aussi un moment de communier avec les populations de Kolda en mettant en exergue le concept armée-nation. Malgré son jeune âge, puisque créé en 1997, le 26e bataillon de reconnaissance s'est forgé une place de choix dans le système de défense du territoire national et s'est fortement distingué dans les théâtres d'opération à l'extérieur de nos frontières. Le 26e bataillon de reconnaissance et d'appui, depuis sa création, s'est frayé son chemin pour occuper une place de choix dans le système de défense du sanctuaire national. Il a apporté sa contribution significative aux engagements des forces armées sénégalaises, tant à l'intérieur du territoire national que dans les missions extérieures. Comme tout autre bataillon des soldats tombés sur le champ d'honneur, le 26e bataillon de reconnaissance et d'appui en a bien connu. Hélas, durant ces engagements, des personnels du bataillon ont été arrachés à notre affection. Je m'incline pieusement devant leur mémoire et prie le bon Dieu pour que le sacrifice suprême pour défendre les idéaux de paix ne soit pas vain. J'adresse mes encouragements et souhaite prompt rétablissement aux blessés et aux malades. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. La dignité dans l'épreuve, toutes ces devises trouvent leur sens dans l'adresse du lieutenant-colonel Nicolas Sambou à ses troupes. Officiers, sous-officiers, militaires d'Iran du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui, je vous exhorte à continuer dans la voie de l'excellence et du professionnalisme, vertu qui force le respect et l'admiration. Le 26e bataillon de reconnaissance et d'appui se distingue également par une situation de déploiement en permanence en zone militaire numéro 6 et dans le secteur 61. Le commandement de la zone militaire numéro 6 a consenti d'importants efforts pour améliorer les conditions de vie et de travail. Un partenariat entre les collectivités territoriales et le secteur privé pour permettre l'enrôlement à la couverture maladie universelle des populations avicennes donne l'exemple. 600 élèves de la commune de Rufisque-Ouest en bénéficient désormais. Dans le département de Rufisque, plus de la moitié de la population a adhéré à la CMU. Babacar Seck. 600 personnes issues des écoles, des daras et ménages de la commune de Rufisque-Ouest ont été enrôlées à la couverture maladie universelle par l'entreprise Avicenne. Depuis 2000, Avicenne est une structure qui est très proche de la population rufisquoise. Donc on a eu à contribuer auprès des daras, auprès des écoles de la commune et également au sein des quartiers environnants. La collaboration entre les collectivités et le secteur privé peut être un levier pour augmenter le taux d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de montrer que la collaboration entre les municipalités, les groupes organisés et le secteur privé peut soutenir et accueillir la couverture maladie universelle. Nous sommes dans une commune qui abrite pratiquement la majeure partie de l'industrie rufisquoise. Cet exemple, si toutefois suivi, pourrait prendre en charge plus de 80% de sa population. Le département de Rufisque est couvert à hauteur de 50%. À cet instant, nous avons 16 mutuelles de santé qui fonctionnent toutes avec des minima de plus de 500 adhérents. Nous sommes aujourd'hui au niveau départemental à plus de 50% d'adhésion. Je crois que ça, c'est encore des chiffres qui expriment aujourd'hui la montée de la couverture maladie universelle et son appropriation par les populations, en tout cas à Rufisque. Selon l'Union départementale des mutuelles de santé, les structures sanitaires continuent de prendre en charge les adhérents malgré les lenteurs dans le remboursement. Le point du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état de 265 nouvelles contaminations au coronavirus sur 2287 tests effectués. 6 décès enregistrés, 61 patients sont en réanimation et 272 autres ont été contrôlés négatifs, donc guéris.
La Saint-Valentin, comme tous les 14 février, est l'occasion de se montrer romantique envers sa Valentine. Mais au Sénégal, le romantisme n'est pas l'affaire des hommes. C'est du moins le constat de la gente féminine. L'éducation en serait la cause selon certaines d'entre elles. C'est un reportage de Ndeye Nancy Diouf et de Cheikh Diop. Le prince charmant, romantique sur tous les plans, quelle femme n'en a jamais rêvé? Ici au Sénégal, les hommes ne sont pas romantiques. C'est la conviction d'Awaba. Elle nous fait savoir que la raison de ce manque de romantisme est à chercher dans leur éducation. C'est par rapport à l'éducation. Les hommes ne sont pas romantiques parce que peut-être ils sont habitués à être l'homme de la maison, à être peut-être une figure d'homme solide, fort. Peut-être c'est à cause de ça. Les hommes en Europe, par exemple, ils vous ouvrent la portière de la voiture, ils peuvent vous tirer la chaise au restaurant, ils peuvent vous faire des petits cadeaux. Mais ici au Sénégal, on n'est pas habitué à ça. Parce que les hommes sont éduqués à être l'homme de la maison et la femme à tout faire dans la maison et même ailleurs. Plus loin, sur la même rue, nous trouvons Sarah Aïdara, une dame âgée de 58 ans. Devant son domicile, masque bien ajusté, Sarah, entourée de sa famille, prépare le thé. Selon elle, des hommes romantiques, il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Il y a des hommes très romantiques, mais vraiment, ils ne sont pas nombreux. Être romantique, c'est valable chez la femme tout comme chez l'homme. Il faut avoir l'habitude de donner de petits cadeaux, de se donner des surnoms affectueux. C'est cela l'amour. Seydina, trentenaire, plaide non coupable. Lui, qui est à sa 7e année de mariage, se qualifie d'homme romantique. Il ne faut pas penser que c'est à la femme de tout faire dans la maison. Moi, personnellement, je suis très romantique envers ma femme. Je l'aide dans certaines tâches ménagères et je lui offre de temps en temps de petits cadeaux. Être romantique, un ensemble de petits soins aux grands effets que l'on adresse à la personne que l'on aime, un adjectif qui semblerait ne pas faire partie du quotidien des Sénégalais d'après la plupart de nos interlocutrices. À quelques jours de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Et direction le Bénin, le président Patrice Talon aura 2 adversaires à l'élection présidentielle d'avril. Seuls 3 dossiers de candidature sur les 20 déposés ont été retenus, a annoncé vendredi 12 février la commission électorale. Les dossiers acceptés étaient les seuls à être complets, a expliqué la commission électorale, citant notamment des problèmes quant au nombre de parrainages. Les grandes figures de l'opposition se trouvent en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité, leur interdisant de se présenter. Ce petit pays ouest-africain, longtemps vu comme un modèle de démocratie, a récemment pris un virage autoritaire. Patrice Talon, magnat du coton, arrivé au pouvoir en 2016, affrontera dans les urnes l'ancien ministre Alassane Soumano du parti Force Kori pour un Bénin émergent, considéré comme la plus grande formation politique de l'opposition et une figure dissidente parmi les opposants au président Corentin Kaoué. Tchad, une nouvelle manifestation contre un 6e mandat de débit réprimé. Le premier groupe s'est signalé tôt ce matin samedi, depuis Sar, dans le sud du Tchad. Quelques dizaines de personnes ont marché au cri de non à un 6e mandat de débit, halte à la dictature, avant de se disperser. Dans la capitale N'Djamena, peu avant 9h, un petit groupe a quitté le siège des transformateurs et marché pendant une trentaine de minutes avant d'essuyer des tirs de gaz lacrymogène. Pendant ce temps, dans le 6e arrondissement, un autre groupe a barricadé une rue tenant tête à la police avant d'être délogés. Dans le 9e arrondissement également, des jeunes par petits groupes ont harcelé la police pendant de longues minutes avant de se disperser. Ce sont donc essentiellement de jeunes militants de l'opposition qui ont bravé l'interdiction. Aucun leader n'a été vu parmi les manifestants. Par ailleurs, à Moundou, dans le sud du Tchad, le périmètre du domicile de l'opposant Laouken Médard, dont le parti participe aux manifestations, a été encerclé ce samedi matin par une
dizaine de véhicules des forces de sécurité. En Italie, Mario Draghi a prêté serment ce samedi devant le président de la République italienne, prenant officiellement ses fonctions à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Il avait été chargé par le président Sergio Mattarella de former un nouveau gouvernement au début du mois. La quasi-totalité des grands partis politiques de la péninsule avaient apporté leur soutien ces derniers jours à l'ancien président de la Banque centrale européenne, même s'il bénéficie pour l'instant de son aura de sauveur de la nation. Mario Draghi devra faire preuve de beaucoup d'habileté pour rester en selle sur le long terme face à des partis politiques qui devraient s'agiter de plus en plus à l'approche des prochaines élections prévues en 2023. Aux États-Unis, procès Donald Trump, le Sénat américain a entériné aujourd'hui la possibilité de convoquer des témoins dans le procès de l'ancien président accusé d'incitation à l'insurrection, une décision qui pourrait repousser le vote final sur le verdict de plusieurs jours. En ouverture du 5e jour du procès de l'ex-président pour son rôle dans l'assaut meurtrier du Capitole, Jamie Raskin a annoncé qu'il voulait convoquer la républicaine Jaime Herrera Beutler. Cet élu de la Chambre des représentants a rapporté un vif échange entre le chef des républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, et Donald Trump, survenu lors de l'attaque du 6 janvier. Les règles du procès sont favorables à Donald Trump. Il faudrait que 17 sénateurs républicains votent avec les 50 élus démocrates pour former la majorité qualifiée nécessaire pour le déclarer coupable, un verdict qui ouvrirait la voie à une peine d'inéligibilité pour le milliardaire. Il s'agirait d'un deuxième acquittement en autant de procédures de destitution, un cas unique dans l'histoire des États-Unis. Sport, on va parler également de cette victoire du Sénégal. Le Sénégal, l'équipe des moins de 17 ans, a battu aujourd'hui celle du Mali, score 2-0 en finale du tournoi de qualification de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Le Sénégal garde ainsi son titre. Mamadou Ning a ouvert la marque à la 30e minute avant que Ibou Sané ne transforme un penalty à la 80e minute et donne ainsi définitivement la victoire au Sénégal. Et pour les compétitions africaines, Teungueth FC a joué son tout premier match de Ligue des Champions ce samedi au Rades de Tunis. Les Rufisquois ont ouvert la marque à la 33e minute sur une belle action conclue par Djibril Silla à la 45e minute. Juste avant la mi-temps, l'Espérance de Tunis bénéficie d'un penalty transformé par Yassine Hamessi. Un nouveau but tunisien à la 73e minute signe la défaite du Teungueth FC. On passe au portrait du jour qui nous mène chez Mère Ndoura, de son vrai nom Ami Ndour. Elle est une masseuse très connue dans le quartier de Grand Dakar où elle vit, un métier qu'elle exerce depuis des années, du karité et des incantations, ses outils principaux pour remettre sur pied les clients qui viennent la voir, une activité qu'elle a héritée de sa mère. Son portrait est signé Abdourahmane Li. Son seul nom suffit comme adresse. Elle y est bien connue. Plus connue sous le nom de Mère Ndoura, Aminata Ndour pratique le massage traditionnel. Ses débuts sont lointains dans ses souvenirs. Cette fille unique tient le legs de sa mère. Elle faisait le massage devant moi. Elle me demandait souvent de lui amener certains produits qu'elle allait avoir besoin pour le massage. À la longue, on comprend facilement comment ça se passe. Nous tous sommes de Sokone et c'est dans cette zone du pays que nous avons appris à faire tout ceci. Ma grand-mère y était très célèbre et très respectée. La recette pour remettre sur pied ses patients. Du beurre de karité en plus d'incantation. Si j'applique du karité à mes clients en plus de mes incantations, ils vont guérir par la grâce du Tout-Puissant et de son prophète Mohammed. Si après un massage je ne les vois plus, je me dis et je suis sûre qu'ils sont sortis d'affaires. C'est un don.
C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de guérir un jeune enfant, révèle-t-elle. Celui-ci ne pouvait absolument rien avaler. En appliquant le massage à cet enfant, il a vomi du sang quelque temps après. Quelques minutes plus tard, il a demandé à boire de l'eau, je lui en ai donné. Ses parents l'ont enlacé et se sont mis à pleurer. Depuis ce jour, mes clients n'ont pas cessé d'augmenter. Il arrivait également que Mère Ndoura parte à la rencontre de ses clients, même à l'hôpital où il était hospitalisé. Avec l'autorisation des médecins qui les suivaient, elle se rendait illico voir ses patients pour des séances de massage traditionnelles. Les accompagnants des malades parlent d'abord aux médecins pour les autorisations. Une fois acquise, je viens pour le massage. D'ailleurs, dès leur sortie de l'hôpital, la majeure partie vient chez moi pour connaître mon domicile. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire car je ne peux même plus marcher. Une personne âgée donc qui fait très attention au coronavirus, et ce, même dans sa façon de travailler désormais. Elle invite tout le monde au respect des mesures barrières. Et vous l'avez sûrement deviné, votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine, s'est focalisé sur l'affaire Sweet Beauty, Adja Sarr Sonko, qui défraie la chronique depuis quelques jours. Occasion pour Ibrahima Anne, rédacteur en chef de Walf Quotidien, de faire un décryptage intitulé Sexe et politique, le couple infernal. El Hadj Malick Cissé et Augustin Mandan signent l'article de la semaine. Sexe et politique, un couple qui date de belle lurette. Autrement dit, entre gladiateurs de l'espace politique, la rivalité est devenue une guerre féroce. Et tous les coups sont permis. Dans ce décryptage-là, comme vous l'avez si bien appelé, il s'agissait un peu d'analyser le phénomène ou bien la relation qu'il y a entre le sexe et la politique. Pour dire simplement que le cas Ousmane Sonko n'est qu'un cas, ou bien si on peut l'appeler ainsi, le cas Sweet Beauty n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Donc c'est aussi vieux que la politique. Bon, c'est une relation, si on peut dire, qui est un peu ambiguë. Autant on peut utiliser le sexe pour arriver à ses fins, autant le sexe peut constituer un frein pour l'ascension d'une personne qui a des ambitions politiques. Donc c'était ça en fait l'angle ou bien la perspective de cet article-là. Le sexe est utilisé comme arme de séduction, voire de destruction massive. Une précision du rédacteur en chef de Walf Quotidien. Je veux dire que oui, que le sexe peut constituer une arme de destruction massive. Le sexe peut constituer un instrument pour arriver à des fins. Mais le sexe aussi, les mœurs peuvent constituer aussi un frein. Donc en cela, c'est une arme de destruction massive. Un couple infernal entre sexe et politique. La preuve, certaines personnes utilisent le sexe comme moyen de vengeance. C'est un couple infernal et je crois que c'est ce que je me suis un peu astreint à démontrer durant toute l'analyse. Le sexe peut constituer une arme de destruction massive. Le sexe peut constituer un instrument pour arriver à des fins. Mais le sexe aussi, les mœurs peuvent constituer aussi un frein. Donc en cela, c'est une arme de destruction massive. Si on prend simplement le cas de Dominique Strauss-Kahn, on sait qu'au moment des faits, donc c'est quelqu'un qui avait le vent en poupe, qui était un peu coté dans les sondages en France, qui était même parti pour être le successeur de Nicolas Sarkozy. Mais vous avez vu que ça a freiné son élan, ça a brisé son élan. Donc du coup, il ne peut presque plus devenir président de la République. Donc on peut dire que c'est une arme de destruction massive. Coup d'œil dans le rétroviseur, les cas ne manquent pas. Exemple, en France, Dominique Strauss-Kahn a été forcé de mettre une croix sur sa carrière politique et de mettre en veilleuse son ambition présidentielle. Il s'agissait de sa relation, ou bien d'une relation dont on dit qu'elle n'était pas consentie dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel à New York, donc entre DSK, qui était en ce moment directeur général du FMI, et la dame guinéenne Nafissatou Diallo. Pour le cas Diombas Diaw, qui nous est plus proche aussi, donc
la scène mettait en cause donc un ministre de la République, en la personne de Oumar Sarr, avec son rival politique qui est Djambas Diaw. Donc ils partagent tous les deux Dagana. Donc dans le cas de François Hollande, bon, il s'agissait un peu d'escapade nocturne d'un président de la République en exercice qui, si on peut m'excuser ce terme, qui est découché, donc pour aller voir sa maîtresse en la personne de Julie Gaye. Donc j'ai utilisé ces 3 cas-là pour illustrer le papier, pour dire simplement que donc, le cas Sonko, non pas qu'il soit un épiphénomène, mais c'est un phénomène parmi peut-être tant d'autres. Sexe et politique ont souvent fait mauvais ménage. Walf Quotidien a passé à la loupe ce fameux couple infernal. C'est la fin de ce journal, mais l'information continue sur www.emedia.sn à 20h45. C'est le retour de votre série Dérapage. La saison 2 démarre avec 2 épisodes inédits à suivre donc sur notre antenne. Et puis à 22h, vous avez rendez-vous avec Naïma Remgay dans Forêt au Mutol. Très bonne soirée à vous. Au revoir.